J'ai lu ton mail! Hello hello, bienvenue sur Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Salut Jean-Phi, salut Geoffrey. Salut Romain, salut Geoffrey. Salut tout le monde, bonjour Romain, bonjour Jean-Phi. Ouais. Alors, cette semaine, je vais vous parler de ce qu'on appelle les Clockwork Companies. Clockwork? Clockwork, Je vais la comme faire dans tout de suite, l'anglais. Quoi donc? Elle est orange, le Clockwork Companies? Ah, elle pourrait. Oh, yeah. Ouh, ok, référence cinématographique. Tout à Là, on a fait. de la culture ici. Alors, c'est quoi une Clockwork Company? Alors, c'est pas pour tout le monde. Je dis tout de suite, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, moi, Clockwork Company, personnellement, c'est ce que j'essaye d'avoir, c'est ce que j'essaye de faire. Mais il y a pas mal d'entrepreneurs à qui j'en parle et qui me disent « Ouais, mais non, ça me plaît pas, j'aime pas l'idée, tout ça, ça. » L'idée de la Clockwork Company, c'est de vous rendre, vous, chef d'entreprise, dispensable. Dispensable comme dans ça travaille quand vous n'êtes pas là, et d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'être là pour que ça travaille. Ça vous parle? Bah oui. Beaucoup. Je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui te jettent des pierres quand tu en parles, parce que c'est terrible de pas se sentir indispensable peut-être. Et c'est ça. Mais je pense qu'il y a un peu de ça chez certains de nos confrères. Donc, comment ça va marcher? Alors, je vais vous dire quand même, c'est un bouquin, ça a été théorisé dans un bouquin de Mike Michalowicz, donc un serial entrepreneur des États-Unis, comme son nom l'indique, et qui, à son 35e anniversaire, avait fondé et vendu son entreprise pour 2 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Dans quel secteur? Et puis un small business, mais c'est pas précisé. C'est un truc D'accord. qui est plutôt qui vendait des produits. Il n'était pas dans le service. Voilà. Et puis ce qui est amusant entre guillemets, c'est qu'il a voulu jouer le business angel après et il s'est complètement raté. Donc il a tout perdu. Et du coup, il a recommencé une troisième entreprise. Et cette fois-ci, il en a fait une entreprise qui rapporte quelques millions. Voilà. Il a intervenu quelques fois sur MSNBC. Voilà. Enfin, il a un mec qui est assez, finalement, qui est assez connu maintenant dans le milieu. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Clockwork. Horlogerie, on pourrait dire, peut-être traduit comme ça en français. Et donc, le sous-titre, c'est designer, c'est-à-dire créer votre entreprise de manière à ce qu'elle fonctionne toute seule. Ok, donc je répète le principe, devenir dispensable. Du coup, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer tout de suite à l'épisode suivant. Et sinon, welcome. Alors, il va faire ça en 7 étapes que je vais forcément vous décliner. Toujours dans ce principe de devenir dispensable. Comment est-ce que je peux, plutôt de dire comment est-ce que je peux en faire plus, plutôt se dire quelles sont les choses les plus importantes qui doivent arriver et qui doit être en charge de ce que ça arrive. Ok. Et ce qui n'est pas forcément vous. On va voir ça au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer. Je précise aussi à nos chers auditeurs que, comme d'hab, dans cette émission, on s'applique nous-mêmes ce qu'on professe aux autres, et donc ce clockwork, c'est un truc que j'essaye de faire personnellement dans l'entreprise depuis pas mal de temps. J'y vais petit à petit. Voilà. L'holacratie participe un peu de ça, donc ceux qui sont en holacratie pourront peut-être faire des rapports. Mais voilà, donc sans plus attendre, allons-y. La première étape, ça va être d'analyser ce qu'il appelle le 4D mix, le mix des 4 dimensions. En fait, 4 dimensions, c'est pour les 4D. Alors, ça n'a pas marché en français, mais ça marche en anglais. Donc, je vais donner en anglais d'abord pour que vous voyez les 4D, puis après, on transcrira. Donc, il dit que dans l'entreprise, il y a 4 types de boulot. Doing, c'est pas faire. Deciding, décider. Delegating, déléguer. Et puis, designing. C'est-à-dire créer les process en fait. Tu vois. Créer les process. Ouais, c'est travailler sur la structurer l'entreprise. Ça pourrait être vu comme ça, quoi. Et donc il va nous inviter dans cette première étape à faire une analyse de l'emploi de son temps et puis de catégoriser comment on répartit. Voilà. Je vais présenter un petit peu plus en détail à chaque fois. Je vous fais d'abord la vue d'ensemble. Ensuite, il va nous inviter à choisir ou à trouver ce qu'il appelle le rôle de la queen bee, c'est-à-dire de la reine des abeilles. La reine des abeilles, c'est sa manière de dire le truc qui rapporte le plus dans l'entreprise, le truc qui est le plus essentiel dans l'entreprise, le truc sans lequel finalement il n'y a pas d'entreprise en fait.
Le step 3, ça va être de protéger et de servir cette reine. Protéger et servir? Protéger et servir. To C'est protect and marrant to parce serve. que je crois que c'est comment on appelle le slogan, c'est pas le slogan, mais de la police aux États-Unis, oui. Oui. Il y a ça sur pas mal de voitures, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il avait un lien avec la police, mais enfin, c'est vraiment les termes qu'il emploie. Mhm. En étape 4, il va documenter tous les systèmes et tous les process. En étape 5, il va équilibrer son équipe pour optimiser la valeur en sortie. En étape 6, il va s'engager à servir ses clients le mieux possible. Et en étape 7, il va se créer un tableau de bord. L'étape 8, qui donc est rajoutée à la fin en cadeau super bonus, c'est plutôt le test. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, le test pour voir si ça marche, c'est de prendre une semaine de vacances. 4 semaines de vacances, pardon. Alors, pour les Américains, 4 semaines de vacances, attention, hein, c'est énorme. Hein, c'est français, quoi, c'est du lourd. Et j'imagine 4 semaines de vacances sans être connecté. Absolument. En 4 mode, semaines de vacances sans même être joignable. Ça tourne, voilà, sans être joignable. Ok, Ok, vous êtes prêts? on est prêt. Après, Go for Non. it. Go for it. Parfait. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec l'esprit final en tête, avec la finalité en tête. L'idée, c'est pas pour en faire plus, de travailler plus, évidemment, mais ça, vous avez compris, de toute façon, on n'était pas fan de ça dans ce podcast. Mais donc, d'analyser en première étape le fameux mix des 4D, le faire, le décider, le déléguer, et puis le structurer. Donc le faire, c'est très simple, hein, c'est donc quand on travaille dans l'entreprise pour générer, délivrer les produits et les services. Ok. Le décider, c'est d'assigner finalement les tâches à d'autres personnes, que ce soit des employés, que ce soit des fournisseurs, des sous-traitants, des freelances, etc. Donc c'est les gens qui vont suivre les instructions et qui ont besoin de nos infos d'entrée et puis éventuellement de nos validations au fur et à mesure. Troisième point, la délégation. C'est là où nous, on donne des tâches à des employés et surtout, on les met en situation de pouvoir la faire eux-mêmes, de prendre les décisions par eux-mêmes sur la meilleure manière d'exécuter cette tâche. Ils sont totalement responsables de la bonne fin. on pourrait dire c'est rendre autonome. Voilà. C'est-à-dire que c'est délégué. Alors, c'est pas délégué comme on l'utilise dans GTD. Hein. Vous savez, dans GTD, Getting Things Done, le délégué, on reste nous responsables. C'est juste, c'est l'autre personne qui travaille. Là, c'est vraiment l'autre personne. Non seulement elle travaille, mais elle est responsable. Quelque part, ça ne nous regarde plus, quoi. Le truc doit être fait et puis elle se débrouille. Typiquement, dans la crassie, ça serait les rôles vont prendre leur truc et puis moi, ça me regarde Ce que plus. je veux dire, ça se rattache au cercle, quoi. Au domaine, là. Au rôle, pour faire court, chaque rôle va. Et puis le structuré. Donc le structuré, c'est là où on travaille sur la vision qu'on a pour l'entreprise, sa structuration, où est-ce qu'on va, les objectifs, la stratégie, ce genre de trucs, quoi. Donc pas vraiment le quotidien, mais plutôt la longue vue, quoi. Où est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'on va. Et fort simplement, pour nous aider à déterminer tout ça, il nous dit c'est très simple, vous prenez une feuille de papier ou les plus geeks d'entre nous vont prendre un Excel, une colonne sur la date, une colonne sur l'activité, une colonne start time, donc le temps de démarrage, une colonne pour le temps de fin, une colonne qui va calculer le temps que vous avez passé dans l'activité en question. Voilà. Et donc le type de l'activité lui-même en colonne supplémentaire si vous voulez. Le type d'activité, ça va être faire, décider, déléguer et puis structurer. Vous êtes avec moi là? C'est-à-dire qu'en fait, pendant une semaine, vous allez traquer le temps que vous passez dans chacune de ces zones. Je viens de passer des appels téléphoniques, tac tac, je mets ça dans, a priori, faire. Voilà. J'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure, plouf plouf, et puis je fais ça pour tout ce que je fais dans la journée. Et donc, au bout d'une semaine, j'aurai évidemment le temps que j'ai passé dans chacune de ces zones. On peut faire ça une semaine, on peut faire ça 2 semaines, c'est à vous de voir. Je dis qu'une semaine, en général, c'est assez représentatif de ce qui peut se passer pour une entreprise. Et ça va nous donner, évidemment, un résultat qu'on va pouvoir mettre sous forme de pourcent. Donc, tous les types, chacun de ces 4 types de boulot est nécessaire. Ils ne sont pas forcément tous nécessaires dans les mêmes proportions, ni forcément pour tout le monde. Forcément, ceux qui sont tout seuls dans leur entreprise, bah, ils font un peu tout, voilà. Si vous n'êtes pas tout seul, les pourcentages peuvent changer. J'ai juste pas compris une chose. Dis-moi. C'est le travail que je fais moi en tant que directeur d'entreprise, enfin pardon, voilà, mais c'est pas le travail de mon entreprise. Non, là c'est toi ce que tu fais en tant que effectivement entrepreneur. Merci pour la précision. Ouais.
Donc, je vais me trouver avec des pourcentages. À votre avis, quel pourcentage on a qui sont les pourcentages optimaux, puisqu'apparemment ils ont été calculés. On dit optimal ou optimaux, je ne sais plus. Bon, enfin les pourcentages quoi. Qu'est-ce qui serait bien? Ce qui serait bien, c'est peut-être pas l'équilibre comme ce qui viendrait tout de suite. Peut-être Ouais. qu'en tant que dirigeant, c'est peut-être pas mal si je passe plus de temps à décider et à penser, quoi. Ok. Si on se dit pas que on a envie de partir 4 semaines en vacances, Mhm. puisque à ce moment-là, ben, faire, on a plutôt délégué, enfin les 2D, on délègue, quoi. On délègue le faire Yes. et la délégation aussi. Et tant qu'à faire. Geoffrey, t'as une idée aussi? Moi, j'allais répondre, si tu as envie de partir 4 semaines en vacances sans décrocher ton téléphone, il faut être à 0 partout. À quelque chose près, 0% sur le doing, 0% sur le deciding, delegating, designing. À mon avis, on est plutôt sur le designing. Je pense que le maximum de temps doit être passé sur le designing, c'est-à-dire se projeter sur c'est quoi la suite en fait, être toujours 3 étapes en avance de Mhm. tout le reste. Parce qu'une fois, à mon avis, j'ai pas lu le bouquin, mais une fois que tu as donné la direction et que tu dis bah voilà, on veut aller là-bas, finalement les décisions se prennent de manière beaucoup plus claire. Qu'est-ce que je vais déléguer, c'est beaucoup plus facile, et qu'est-ce qu'il y a à faire est beaucoup plus simple. Donc moi je dirais voilà, cette partie-là, designer les structures et avoir la vision, quoi. Le suspense est insoutenable. Mais Quelle est vous la avez bonne tous les deux réponse? raison, moi j'aime bien dire ça. Vous avez tous les deux raison. Tous les deux raison parce qu'effectivement c'est pas équilibré, et ça n'a pas de raison d'être équilibré spécifiquement, et raison aussi parce que la plupart des dirigeants ne passent pas assez de temps dans la structuration. En fait, pour qu'une entreprise fonctionne bien, donc je vous rappelle, le but du jeu là c'est que vous, dirigeants, vous soyez dispensables. Un dirigeant devrait passer, quand il est dans l'entreprise effectivement, en tout cas le mix pour une entreprise, cette fois-ci donc pas pour une personne, c'est 80% du temps à faire les choses, okay, 80% du temps dans le doing, 2% du temps dans le deciding, de faire les choix, 8% de son temps dans la délégation, donc à l'extérieur, sur des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Et puis 10% dans la structuration. Ok, donc c'est ça qu'il faut viser. Alors, on aurait pu. Moi, je pensais en fait avant de regarder un peu ce qu'il faisait que le doing aurait dû même bien en delà bien en deçà des 80%. Mais bon, là, on parle pour l'entreprise en général. C'est vrai qu'après tout, l'entreprise, elle est quand même là pour travailler, et son travail va constituer 80% de son temps. Mais il faudrait pouvoir, à l'échelle de l'entreprise, passer 10% du temps dans le designing. Les entrepreneurs en général, et les solo-entrepreneurs évidemment, la plupart du temps, sont plutôt 95% doing, et quasiment pas de designing, quoi. Voilà. Donc, ce qui nous dit, c'est qu'au début, si vous apercevez que vous n'êtes pas dans ce ratio de 82, 8, 10, d'accord, je reprends dans l'ordre, 80 doing, 2 deciding, donc le 2 dans la décision, 3 dans la délégation et 4 dans la structuration. 8 dans la délégation. Oui, c'est ça, merci. Mais je vous embrouille exprès, c'est comme ça, les gens vont faire un petit rewind pour être sûr. Non, je suis désolé, pardon. Donc 82, 8, 10, merci. Engagez-vous à passer 1% de votre temps de travail sur la structuration. Rien qu'1%, alors pour vous donner une idée, sur une semaine de 40 heures, 1%, ça va faire en gros un peu moins d'une demi-heure. Vous arrondez ça à une demi-heure dans la semaine. Une demi-heure dans la semaine où vous allez bosser sur la structuration. Uniquement sur la structuration de l'entreprise. Déjà, ça va vous permettre d'avoir pas mal d'idées et de commencer à mettre en place pas mal de choses de stratégie. Et puis, au fur et à mesure, vous grimpez. De toute façon, quand on commence à faire cette chose-là, c'est tellement plaisant et on voit tellement vite les résultats, l'air que ça donne, vraiment la respiration que ça donne dans le quotidien, et puis l'ambition même, et l'envie d'aller plus loin que ça développe, qu'on va y passer plus de temps, quoi. Voilà. Donc après, on peut aller à 10, on peut aller à plus, mais il dit que 10% ça peut suffire pour atteindre nos objectifs. Donc finalement, c'est assez sympa. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc maintenant que vous avez votre mix 4D, on va passer à l'étape numéro 2, qui va être de choisir ou d'identifier la reine mère. Voilà. Vous avez remarqué évidemment que chaque ruche a sa reine, qui ne fait rien d'autre que des œufs. Elle pond. Elle pond, voilà. Toutes les autres reines font tout le reste, de manière à ce que la reine... Toutes les autres abeilles. J'ai dit quoi? Oh, mais je suis tout mélangé. Toutes les autres abeilles, oui, parce qu'il n'y en a qu'une, évidemment, toutes les autres abeilles ne font rien d'autre
que faire tout le reste finalement, de manière à ce que la reine, elle, ne puisse faire que ce qu'elle a à faire. Si jamais la reine meurt, ou qu'elle n'arrive plus à pondre pour quelque raison, je ne sais pas, spécialiste de la chose, ça doit arriver, la colonie va immédiatement faire une autre reine. Ouais. Et du la coup, ruche meurt, le plus souvent. Mais elle peut aussi, voilà. Mais là, on va être positif, on va dire qu'elle va refaire une autre reine. Et que du coup, toutes les autres abeilles, elles vont arrêter leur fonction spécifique, le temps que la reine puisse de nouveau faire pondre, quoi, de manière à revenir ensuite à leur job. Bref, fin de l'image de l'abeille. Si je reviens maintenant dans l'entreprise, comment va-t-on faire? On va aller voir tous les gens dans l'entreprise et on va leur donner 6 petits post-it. 6 petites cartes autocollantes, pardon, pour pas faire de pub. Ok. Et sur chacun de ces post-it, on va demander à chaque personne dans l'entreprise d'écrire les 6 choses les plus importantes qu'elles font dans leur job, de manière courte et précise. Et puis dans le petit coin en haut à gauche, on va leur demander d'écrire le temps qu'ils passent à ça, chaque jour. En gros, quoi. Et ensuite, on va leur dire, bon, bah maintenant, vous avez ça sur les 6 post-it, vous allez imaginer que vous n'avez plus le droit que d'en faire 4. Il va falloir en enlever 2. D'accord? C'est pas des choses qu'on pourra déléguer, c'est pas des choses qu'on pourra transférer à quelqu'un d'autre, à un sous-traitant et quoi. C'est des choses qui vont disparaître. C'est vachement angoissant comme question. Il faut en enlever 2. Bon, alors après, trouve la manière bienveillante et qui met en confiance de faire ça, mais enfin, l'idée c'est ça. Il y en a 6, il m'en faut 4. J'en dégage 2. Ok, il va m'en rester 4. Donc, chacun considère comme les plus importants. On va regarder ses tâches et on va se demander, est-ce que finalement on peut les améliorer suffisamment de façon à couvrir la perte des 2 qu'on a enlevés? Est-ce que c'est faisable ou pas? Okay. Et puis ensuite, on va leur dire, bon bah écoutez, on va refaire pareil. Maintenant, vous en avez 4. Et ben, on va en enlever une de plus. Il va nous en rester 3. Ok? Et puis avec ces 3, on va encore en enlever une, et on va recommencer, etc. Bref, à la fin, on n'en a que 2. On n'a plus que nos 2 post-it. Par personne. Par personne. Voilà. Et chaque personne va choisir celle des 2 qui est importante à tel point qu'on ne peut pas l'enlever. Pas possible de l'enlever. Okay? Cette chose-là, ça va être leur job primaire. Primary job. On va l'appeler comme ça. Okay? Et donc, on va avoir ensuite, chacun va avoir son primary job. Donc, le truc qu'il ne peut absolument pas enlever. Qui est complètement nécessaire. Qui ne peut pas ne pas être. Ok. Donc, ensuite, de quoi ça va être intéressant, si vous voulez encore plus loin, de prendre ce primary job et de voir si je peux pas le saucissonner encore, en des petites étapes, en des petits jobs, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux encore enlever là-dedans, etc. Et on va continuer comme ça, de proche en proche, d'accord, en coupant à chaque fois chacun des primary jobs, pour essayer de voir si là-dedans, il n'y a pas un truc qui a priorité sur tout le reste, au niveau de l'entreprise. Et ça va être la reine. C'est clair là? D'accord, donc en fait, on fait un travail d'analyse de ce qui est le plus important pour tout le monde. Chacun en retranche pour vraiment trouver l'activité primordiale nécessaire de chacun. Et puis, on fait le même travail après pour savoir, par rapport à l'entreprise, quel est le cœur de l'activité nécessaire. Ouais. Alors, la plupart du temps, on pense que cette reine, c'est une personne, mais pas du tout. La reine, c'est ni une personne, ni une machine d'ailleurs. C'est un rôle, une fonction ou une tâche. C'est quelque chose qui doit arriver, qui fait que la société peut fonctionner, sans lequel ça ne peut pas fonctionner. Évidemment, encore une fois, si vous êtes solopreneur, forcément, c'est vous qui le faites. Mais c'est pas du tout nécessaire d'assimiler à une personne, ni même à différentes personnes. Ok ? Donc maintenant, on a notre mix 4D et on a notre reine. Donc, c'est le moment de protéger et de servir notre reine. Mais oui. Il va falloir évidemment comment construire autour de ça. Alors, excusez-moi, je me suis perdu un petit peu dans ma petite note, mais j'y retourne. Oui, prends ton temps. Voilà. Donc, comment on va faire ça ? On va faire une carte mentale. Et au centre de la carte mentale, on va poser la reine. Okay, donc cette fonction qu'on a identifiée, cette tâche ou cette fonction, cette chose qui doit arriver.
Et chacun ensuite, on va se faire partir de l'arène, et chacun va mettre là-dedans la plupart du temps, ça va être son job primaire. Ok. Et toutes les fonctions qui servent la reine et tout ce qui fait que cette reine peut fonctionner de manière optimale. D'accord. Donc en fait, on part de la fonction principale et puis on va construire des périphériques, si j'ose dire, enfin des choses de moins en moins importantes peut-être, autour. Ah, pas forcément de moins en moins importantes. C'est ça, c'est pour le moment, on va faire en sorte que dans cette carte mentale, donc la reine au milieu, ce qui va rayonner de la reine, c'est toutes les tâches qu'on fait de manière routinière et le temps qu'on y passe qui permettent à cette reine d'exister, de fonctionner. Ah, ok. Donc on construit sa ruche, quoi, en quelque sorte. C'est un peu ça, voilà. Et encore une fois, si on identifie des choses qui ne sont pas nécessaires, ben on va essayer de les enlever, donc de les faire disparaître, comme je disais tout à l'heure, éventuellement de les transférer, si jamais on s'aperçoit que c'est quand même difficile ou qu'on y perd trop à les faire disparaître, ben on va essayer de les transférer. Et on va faire en sorte que toutes les tâches qui sont occupées par chacun au niveau de l'entreprise, vraiment soient super orientées sur le travail de la reine. Le but du jeu, c'est que tout ce que je fais doit être au service de cette fonction reine. Voilà. Et donc on va essayer de trimer, enfin d'éliminer toutes les tâches qui sont finalement des tâches parasites, on va dire. Okay. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de faire ça, qui trouvent ça difficile, et je vous avoue par expérience que moi aussi à ce niveau-là, j'ai beaucoup de mal. C'est difficile, même si on voit bien les rôles, etc. Des fois on n'est pas sûr de vraiment bien avoir trouvé la reine. On n'est pas sûr que ce truc-là est vraiment nécessaire ou pas. Enfin ouais, c'est assez difficile, mais ça vaut le coup de se poser la question, quoi. Exactement. Le processus est intéressant. Oui. Et puis ça va permettre de s'apercevoir une chose aussi, c'est que si tout d'un coup on réalise qu'on est le seul à servir la reine, et que tous les autres sont là sur d'autres fonctions, etc., bah, l'objectif il devient simple, il devient former les autres à ce qu'ils servent la reine. Vous voyez, que ce soit plus moi. Et oui. Peut-être qu'il y a des croyances aussi qui se glissent quelquefois sur le fait de est-ce que ça c'est vraiment indispensable, est-ce que ça ne l'est pas, etc. Comme si l'image ce serait de faire une randonnée avec des cailloux dans le sac, quoi. Ok, ouais, et d'enlever le maximum de cailloux. Exact. Voilà, parce qu'encore une fois, si c'est vous qui portez dans l'entreprise le rôle de la reine, quand vous partez, bah, l'entreprise part avec vous, si vous voulez. Et c'est pas le but du jeu. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il va falloir organiser le reste de l'entreprise de manière à être sûr que chaque personne qui travaille dans l'entreprise, tous les jours, protège et serve la personne ou les personnes qui, eux, servent la reine. Donc finalement, que tout le monde serve la reine. Documenter. Voilà. On arrive à l'étape 4, documenter exactement. Documenter les systèmes. D'accord. Et les process. Okay. Donc, il y a pas mal de manières de faire ça. Évidemment, Mike, il en propose une. Et il dit que finalement, tout ce qui se passe dans une entreprise, c'est comme un concert d'ACDC. Alors, je suis un ancien fan d'ACDC. Je l'avoue, d'ailleurs ancien, pourquoi je continue à écouter ACDC, malgré les yeux effarés de mon fils. Donc, c'est quoi ACDC ? Le A, c'est attract, c'est-à-dire attirer les clients, attirer les personnes. Le C, pour convertir. Le D, c'est pour délivrer, c'est-à-dire en fait, délivrer le service et le produit. Et puis le quatrième C, c'est pour collect, c'est-à-dire comment je fais pour ramasser l'argent. D'accord ? Donc attract, je dois avoir des process et des systèmes pour attirer les gens vers mon produit et mon service, ou me faire connaître d'eux. Convertir, je dois avoir des process pour convertir, c'est-à-dire faire en sorte que ces gens que j'ai attirés deviennent des clients. Troisième point, délivrer, je dois avoir des processus de manière à pouvoir donner ou délivrer mon service et mon produit au client. Et puis le 4, collect, je dois avoir des process de manière à pouvoir ramener l'argent de manière plus efficace possible. C'est clair pour ça ? Ouais, très clair. Jusque-là, c'est clair. Ok, Doki. Et donc, il suggère un truc finalement assez simple, bête comme chou, qu'on n'a pas encore fait chez Nexel 6, mais accrochez-vous, ça va venir. Teaser. C'est que... J'en fit à la ligne directrice des prochaines semaines et des prochains mois. Mais je pense aussi à quelques sous-traitants, si je puis me permettre de... Bref. Donc, on peut très bien, tout simplement, se prendre un Excel, ou pour les plus modernes geeks, on va se prendre un Trello, etc. On va se faire une colonne dans chaque, et on va demander à chaque personne qui bosse de faire un petit loom, de faire une petite vidéo de ce qu'il fait, de comment il fait.
D'accord? Donc chaque personne va documenter son taf. Va dire par exemple, bah moi je fais les factures pour les grands comptes, etc. Voilà comment je fais. Je prends mon appli, pouf, je range mon truc, tac tac, et il se filme pendant ce temps-là, d'accord, comme ça. Et puis ensuite de quoi il va mettre ça sur le document commun. Et on va se retrouver avec un doc commun, donc organisé en 4 colonnes, Attract, Convert, Deliver, Collect. Et dans chacune de ces colonnes, il y aura tous les process et toutes les vidéos documentées par toutes les personnes qui réalisent toutes les actions. En gros, vous avez le mode d'emploi de l'entreprise. Ouais, et là, c'est c'est comme si on avait plusieurs écrans, qu'on voyait tout le monde travailler, et donc c'est très imagé. Ah, ça te plaît? Je sens que ça te plaît. Oui, ça me plaît. Parce que depuis le début, je me méfie. Hein, les meilleurs audits commencent par là. Hein. À quoi ça sert vraiment ce que vous faites? C'est ça. Mais là, tu vois qu'on a déjà enlevé tout ce qui servait à rien. Oui, là, on documente que les process qui servent à quelque chose. Chacun de ces process-là, évidemment, servant toujours la reine. Oui. Et moi, je trouve ça très malin. Donc, je suis assez impatient de voir comment on va mettre ça en place. Mais finalement, je trouve ça assez top. Surtout que j'avoue que j'ai mis plein de process en place et j'ai peur qu'il y ait que moi qui sache comment ça marche. Eh bien, on n'osait pas t'en parler, mais puisque tu en parles en premier, c'est formidable. Donc voilà, je me dis que je vais sans doute moi-même contribuer à quelques vidéos là-dedans. Toujours la même idée, c'est que j'attendais si le après... grand silence, personne ne répondait, ça aurait été parfait. Mais voilà, maintenant je sais que quand j'aurai fait ma petite vidéo, si je ne suis pas là parce que je suis en vacances, quelqu'un me dit « Oh, je sais pas faire le truc et tout », je lui dis « Bah, va sur le tableau, regarde la petite vidéo et c'est expliqué ». Non, franchement, je trouvais ça super simple. J'aime beaucoup la suggestion de le faire en vidéo parce que ça demande pas la rédaction d'un document, parce qu'il faut être honnête, faire un audit, ça fait jamais plaisir à personne. Et rédiger des pages et des pages qui seront jamais lues, c'est encore moins agréable. Mais la prochaine fois qu'on va sur le logiciel de facturation, enclencher la vidéo et dire bon bah voilà, j'en profite pour faire la petite vidéo en même temps que je vais faire mon taf, ça finalement ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je me filme et j'enregistre mon écran en même temps. Il y a des logiciels qui font ça très bien, donc j'active la caméra et l'enregistrement de l'écran. Donc je peux expliquer à voix haute en disant bah voilà, j'ouvre tel logiciel, je vais sélectionner le compte du client pour lequel je veux faire la facture et tatati tatata. Et finalement c'est très naturel et c'est au fur et à mesure où je le fais que je le documente. Et c'est pas des heures et des heures passées à rédiger un document Word, à le relire, à corriger les fautes d'orthographe, les syntaxes, les tournures. Exactement. Et si ça se fait on the fly, je pense que ça peut être, donc à la volée, pardon, ça peut être très très naturel et très facile. Ouais. Donc ça je le sens bien. Ça, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour le coup. Super. Voilà. Alors Mike, il ajoute une petite chose. Il dit si vous avez des employés, ne les punissez pas. Enfin, ne punissez pas. Ne les engueulez pas quand ils se trompent. Encouragez-les. Hein, répondez-leur, bon, c'est pas forcément le résultat que je souhaitais, mais je suis content que tu aies pris la décision et que tu nous aies aidé à avancer. Voyons juste ensemble comment faire pour que la prochaine fois, ça donne ce qu'il faut. Bref, donc là, on a notre étape 4 et tout est documenté. Étape 5, maintenant, on va aller pouvoir équilibrer l'équipe pour optimiser la valeur en sortie. Là, l'idée de fond, c'est de se dire, il faut que j'ai les bonnes personnes qui font les bonnes choses, dans les bonnes proportions et de la bonne manière. Donc, on n'est plus tellement dans un modèle ultra pyramidal. Enfin, en tout cas, c'est pour le coup, Mike est plutôt un fervent de la toile d'araignée. Il veut dire essayer plutôt de faire un réseau de personnes autour et pas forcément de prendre les décisions pyramidales, parce que là, ce que vous voulez, c'est avoir la bonne personne, c'est-à-dire celle qui... alors, avoir la bonne personne, ça veut dire que toi, tu dois connaître évidemment les forces de ton équipe. Il faut que tu comprennes tes personnes et ce qu'ils savent faire le mieux, qui n'est pas forcément ce qu'ils font actuellement. Parce qu'après, il faut que tu les mettes sur la meilleure chose à faire. Si tu as quelqu'un qui est très empathique dans l'entreprise, ça peut être une bonne idée de le mettre au service client. Vous voyez ? Ensuite de quoi ? Il y en a, vous pouvez pas voir en vidéo, mais il y a des regards qui se croisent. Les bonnes proportions, c'est qu'effectivement, il faut faire en sorte que pas trop surcharger l'un, pas trop décharger l'autre, etc. Et donc de la bonne manière, avec ces systèmes de formation, que chacun puisse se former sur qui fait quoi, comment, etc. Parce que finalement, là, il va commencer à réaffecter un petit peu les gens en s'aidant du tableau qu'il vient de créer avant. Si vous aviez jamais réalisé les factures avant, mais que finalement c'est votre truc et que ça vous éclate, maintenant, vous allez pouvoir être affecté à ces tâches-là et vous pouvez être formé puisque vous avez juste à aller voir le fichier Excel qu'on vient de faire avant. Voilà.
Si jamais vous devez embaucher des gens, son conseil à lui, c'est de ne pas embaucher les gens sur leurs compétences, bizarrement, mais sur leur attitude. Et d'ensuite, les former aux compétences qui vous intéressent. Je suis assez fan de ça aussi personnellement, mais j'aime bien que ça soit aussi... Ouais, c'est une grosse tendance, ça, en ce moment, où on s'aperçoit que finalement, c'est beaucoup plus facile d'acquérir de la compétence que d'acquérir du savoir-être et de l'attitude et de la mentalité, et de faire changer les mentalités. Donc, beaucoup de personnes ou de RH avec lesquelles je discute, effectivement, soulèvent ce point-là en disant non, mais ce qui compte en premier, c'est quelle est la mentalité dans laquelle la personne arrive dans la société, en fait. Bah oui. Parce qu'avec la bonne mentalité et puis avec dans le bon environnement, c'est-à-dire avec les bonnes personnes, on peut apprendre à peu près n'importe quoi. Absolument. Alors étape 6 maintenant, s'engager à servir au mieux nos clients. Donc il dit, ce qui serait bien de pouvoir répondre à la phrase classique, notre engagement, notre mission est de servir blablabla en leur donnant ou en faisant blablabla. Mais il dit que finalement le premier blablabla n'est pas toujours facile à trouver. On peut avoir une idée de son client de départ, on peut s'apercevoir que c'est pas forcément celui-là qui est là à l'arrivée. Donc lui, ce qu'il dit, c'est assez simple. Vous allez prendre votre liste existante de clients et vous allez les trier tout simplement par ceux qui rapportent le plus. Et comme ça, vous verrez ceux qui dépensent le plus, enfin qui achètent le plus votre service. Et puis ensuite, de quoi, quand vous avez cette liste-là, vous allez vous poser la question pour chacun d'entre eux, lesquels vous aimez bien, lesquels vous n'aimez pas. Évidemment, il ne s'agit pas de taper sur ceux qu'on n'aime pas, etc. Mais c'est juste pour se dire, pour se rendre compte un peu avec qui on a envie de faire du business aussi. Et ensuite, on va essayer de se dire, tous ceux qu'on aime bien, essayer de trouver toutes les niches, toutes les industries, où est-ce qu'ils dans quel groupe de consommateurs ils se retrouvent, où est-ce que je peux les trouver finalement ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et après, lister tous ces points communs, et puis c'est là qu'on va aller se faire connaître. Donc ça encore, je trouvais que c'était un process qui était tout simple. Qui est bête comme chou, mais finalement a du sens. Bon, quand vous avez déjà des clients, quoi. Si vous n'avez pas de clients au départ, va falloir deviner un peu, mais... Faut que la startup, elle ait passé le stade du... Le fit. Voilà, du POC. Ouais, c'est ça. Le Proof of Concept. Voilà. Et donc, une fois que tu as trouvé ta communauté, tu vas dedans, tu te fais connaître, et puis, par itération, tu avances là-dedans. Et on arrive à l'étape 7, se créer son dashboard, et donc c'est un tableau de bord, et finalement, comme l'idée c'est de changer notre rôle de dirigeant, de faire à structurer plus souvent, on va faire en sorte que ce tableau de bord nous permette de faire en sorte que le business, l'entreprise travaille pour nous et que nous ne soyons pas celui qui travaille pour l'entreprise. Donc c'est là qu'on va se rendre finalement indépendant, mais ça se fait assez naturellement. Ouais, j'imagine que quand on a fait tout le processus d'élaguer tout ce qui n'est pas essentiel, finalement, effectivement, on se retrouve avec un tableau de bord qui est plus minimaliste. Ben oui. Et il invite d'ailleurs à reprendre ACDC pour son tableau de bord. Il dit, vous allez faire un tableau de bord par attract, par attirer les clients, un tableau de bord pour tout ce qui est la conversion, un tableau de bord pour tout ce qui est la livraison de services, et puis un tableau de bord pour tout ce qui est process de facturation, recouvrement, etc. Et vous allez mettre dans chacun de ces colonnes-là. Peut-être avec d'autres mots en français, attract, c'est vraiment tout ce qui est marketing, communication, quelque part. Oui, tout ce qui va permettre de te placer devant le client ou de l'attirer vers toi. Ouais, d'être visible, quoi. Ouais, convertir, c'est vraiment ton processus de vente. Ouais. En fait, c'est comment est-ce que tu fais pour qu'ils signent, grosso modo. Deliver, c'est la production. C'est la prod, comment est-ce que tu fais ta production et que tu amènes ton service ou ton produit auprès de ton client. Et collect, c'est tout ce qui est administratif, financier, facturation, etc. Se faire payer. J'ai bien compris. D'accord. Ok. Et donc, quand vous aurez fait ça, vous allez pouvoir passer le test. Et donc, couper tout. Demandez à votre assistant ou votre assistante, si vous en avez une, de changer tous vos mots de passe. Comme ça, vous n'aurez pas la tentation vous-même de vous connecter. Et vous partez en vacances, tout à fait injoignable, pour voir si ça passe. Alors, un petit plan qui donne aussi pour se motiver un peu là-dedans, c'est dire, ok, donnez-vous 1 an et demi, vous donnez 18 mois. Donc, à M-18, vous annoncez à votre femme, à votre famille, ou à votre mari, à votre conjoint, bref, vos intentions, vous inscrivez votre vacances dans votre calendrier. Vous commencez à parler de ça. À 16 mois, vous faites votre analyse de temps, des 4D dont on a parlé. À 14 mois, vous parlez à votre équipe de votre idée de vacances. Vous leur demandez évidemment du soutien et vous commencez à les éduquer un peu sur le clockwork. À 12 mois,
vous allez commencer votre plan sur comment faire pour faire moins de doing, faire moins de faire finalement dans l'entreprise, et puis commencer à identifier la reine mère. Ça va toujours avec moi? Oui, okay. Toujours avec toi. À 10 mois, vous refaites une analyse de temps pour voir si vous êtes bien sous les 80%. Okay, donc vous devez être dans le faire à moins de 80%. Ouais. Si vous pouvez descendre jusqu'à 40%, ça peut être top. Comme ça, vous passez plus de temps à structurer. À 8 mois, vous refaites encore une petite analyse pour vraiment être sûr que vous êtes toujours sous les 40% et voir si vous pouvez arriver à faire du 0% pour les 60 prochains jours. Wow. Pas forcément facile. Donc à voir aussi avec l'équipe, etc. À 6 mois, vous faites un test, vous prenez juste une semaine de vacances sans connexion. Et au retour, vous allez voir l'équipe, vous voyez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. À 4 mois des grandes vacances, vous refaites encore quelques tests, une petite semaine ici, une petite semaine là, quelques jours là, ça pour voir, etc. À 2 mois, vous planifiez votre déconnexion totale. Vous confirmez que vous êtes bien à 0% dans le faire et quasiment 100% dans la structuration. Parce que c'est là où vous en êtes à ce moment-là. D'accord. Vous décidez qui va surveiller, évidemment, qui va monitorer, qui va répondre à vos emails, à vos comptes sociaux, sur les réseaux sociaux, etc., qui va s'occuper de votre téléphone, ce genre de choses. À 1 mois, vous êtes observateur de votre business. Ok. Donc, éventuellement, vous déléguez peut-être des résultats à obtenir, etc. À 1 semaine, vous partez 1 semaine en avance. Pour mettre la surprise. Et voilà. Donc, l'idée, évidemment, c'est que vos clients ne soient pas forcément au courant que vous n'êtes pas là. D'accord ? Eux, ils n'ont pas à savoir. Mais quand vous revenez, à la limite, ils doivent pouvoir vous dire « Je ne savais même pas que vous étiez parti. » Et là, vous saurez que c'est tout bon. Vous avez une Clockwork Company. Oh, great! Alors, j'ai 2 questions Je t'écoute. Par rapport au bouquin. La première, si je regarde les fiches, les guides méthodologiques de GTD, quand il parle des horizons, il y a à la fois l'explication de ce qu'il faut faire et il y a un exemple. Et donc, est-ce qu'il y a un exemple de compagnie dans laquelle ce travail s'est fait et est-ce qu'il réexplique, il donne des explications sur chaque partie? Alors, dans le bouquin, en fait, lui, il parle de sa compagnie, de sa société. D'accord, donc il donne un exemple concret. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui? D'accord. Il te parle, il y a des gens qui essayent, mais il te met pas un exemple d'eux. Bon, je pense que quand il a écrit le bouquin, ils n'étaient pas très nombreux à essayer ça. Donc c'est un peu sa méthode de lui. D'accord. J'ai oublié la deuxième question, non? Et donc la deuxième question, c'est donc il donne évidemment, j'imagine, beaucoup d'explications sur les 7 ou 8 étapes. Ah oui. Là, je vous ai fait quelque chose d'assez détaillé, mais dans le bouquin, c'est très détaillé. En même temps, je pense que j'étais assez fidèle. D'accord, ok. Bon. Et moi j'aime bien, alors moi c'est assez marrant parce que le concept d'avoir un business qui tourne sans être présent, ça c'est quelque chose qui me parle, qui fait écho. Je pense qu'on est plusieurs à avoir lu La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, ça va un petit peu dans le même sens, ça fait écho de ce que tu me parles avec The One Thing, oui. Une chose, vraiment se recentrer, le 80-20 de la loi de Pareto, etc., se recentrer sur l'essentiel. Donc tout ça me parle. Après je voulais partager peut-être une expérience où avant d'être coach professionnel et formateur GTD, j'ai dirigé pendant 18 ans des agences web que j'avais montées et où je me suis retrouvé à un moment à diriger la boîte, mais à ne plus faire la partie qui m'amusait le plus. Et c'est un peu là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu partages. C'est-à-dire, moi, ce qui m'amusait le plus dans le côté web, c'était d'accompagner le client en disant, OK, vous voulez un nouveau site web, mais pourquoi vous voulez un nouveau site web? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi ce que vous avez à partager? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous allez raconter sur votre site web ou votre campagne marketing, ou etc. Et je pense que c'était certainement les prémices de la dimension de coaching. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui savaient pas, qui voulaient un site web, mais qui savaient pas pourquoi ils voulaient le site web. Et ça m'amusait beaucoup. Quand je suis monté et qu'on est arrivé à une douzaine de collaborateurs, sans compter les stagiaires, les freelances, etc., j'étais plus au contact du client.
Et j'aurais tout à fait pu me projeter dans un business exactement. Alors le bouquin existait probablement pas à l'époque, mais dans un business clockwork où tu te retires et tu fais tourner ton business sans toi. Mais moi, ce qui m'a marqué de cette époque où j'étais plus au contact du client, c'est que finalement, ça m'amusait plus de diriger 2 agences web. Une à Londres, une à Paris, etc. Et tout le côté fun que j'avais d'être au contact du client, d'être finalement dans le faire. Oui, j'avais plusieurs responsables de projet, commerciaux, etc. Mais moi, j'ai perdu le goût du travail, de l'accompagnement, etc. Donc, je pense que c'est aussi une question à se poser avant de se lancer dans ce type de projet, qui est de dire, mais ok, donc avant le doing, deciding, delegating, etc., ou même pendant cette première phase, qu'est-ce qui vous plaît en fait quand vous faites votre business? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est peut-être que le simple fait que la boîte existe et qu'elle ait une mission, ça vous suffit, et le simple fait que cette boîte fonctionne, prospère, etc., ça vous convient? Ou peut-être que dans ce que vous faites au quotidien, justement dans cette analyse de temps, il y a des trucs qui vous motivent et qui vous animent et qui vous portent, et faire attention de ne pas se déconnecter de ça pour pas que l'ensemble perde son âme ou son sens quelque part. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entrepreneurs finalement, de personnes qui commencent et puis qui font ce qu'ils aiment et leur cœur de métier. J'ai l'impression que plus les structures grandissent, plus cette personne qui était, je sais pas, mettons un boulanger qui adorait faire du pain, voilà, qui aimait avoir la main dans la pâte, bah, si sa boîte grandit, il va avoir de plus en plus d'autres trucs à faire, de l'administratif, etc., et qui va de plus en plus s'éloigner de son cœur de métier. Mais je pense que c'est un point. C'est vrai que il est plus dans l'optique, on va dire, entrepreneuriale à l'américaine. C'est-à-dire, lui, quand je le lis, je sens le mec qui crée une boîte pour la revendre. Ouais. Tu vois, son objectif, c'est ça. Business owner versus business manager, quoi. Ouais, c'est ça. Il aime bien créer le truc, le revendre derrière, refaire un autre truc, il le revend derrière, etc. Mais je pense qu'on pourrait utiliser ce système-là. Alors, Holacracy, en l'autre, c'est pas pour faire la pub, mais permet de rester au contact dans son métier, puisque tu peux très bien rester dans un rôle de faire. Mais je pense que si tu pourrais utiliser ça pour finalement te rendre totalement dispensable en termes de stratégie, direction, choses comme ça, du moment que la Queen Bee elle avance, et te dire bah finalement les gars je reviens, et puis moi je prends le job de soit d'être au contact du client, d'aller faire toute la pas la prospection, mais ce que tu dis, l'accompagnement client, l'accompagnement client, c'est ça. Et puis je vais mettre avec le client, la stratégie du client, c'est etc. Ça. Parce que j'avais connu ça aussi dans ma toute première boîte. Ouais. Le truc où finalement au début tu te commences un truc que t'aimes, et puis au bout d'un moment t'es gérant quoi. Donc tu fais tout un tas de trucs que t'aimes pas. Tu faisais des films dans cette j'ai fait des films. J'ai fait aussi. J'ai eu la toute première boîte, on faisait des sites internet aussi, comme Geoffrey. Ah aussi, d'accord. Okay. Plus modestement, mais c'était le même genre de truc. Et puis on était 5-6 employés, et après c'était pareil, au bout d'un moment je faisais la paye, la gestion, le machin, le truc, mais plus du tout. Moi ce que j'aimais bien c'était les sites. Bah oui. C'était le code, le design, etc. C'était même pas l'accompagnement, moi c'était le code. Donc je pourrais imaginer faire en sorte de faire toute une boîte qui fonctionne sans moi en tant que dirigeant, mais où j'irais juste faire mon code quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais voilà. J'avoue qu'il y a l'excitation de passer le site live. C'est quelque chose. Le moment où tu cliques sur publier et tu te dis est-ce que ça va vraiment passer comme ça doit. Bon. Et est-ce qu'il propose de passer directement aux 4 semaines de vacances sans rien faire avant? Je crois que ça marche pas très très bien. Ou alors tu la revends pas mais tu l'arrêtes. Tu arrêtes ta société. Tu fais 4 semaines de vacances et tu passes ton temps à réfléchir à la prochaine. Ok, alors Productif et Serein, c'est fini pour cette semaine. Enfin, c'est fini pour aujourd'hui déjà, c'est pas mal. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller cliquer, à nous laisser des témoignages. Ça nous fait toujours super plaisir quand on lit des petits commentaires sur iTunes ou ailleurs. Donc n'hésitez pas vraiment. Cliquez sur les petits pouces, sur les petites étoiles, sur tout ce que vous voulez. Partagez le podcast autour de vous. N'hésitez pas à venir lire aussi sur le forum. Faire un petit tour sur le forum. Mais oui, parce que le forum est en accès libre de lecture. Donc vous n'avez pas besoin d'un compte pour lire ce qui se passe sur le forum, donc vous pouvez toujours voir pas mal de choses là-dessus. On discutera sûrement de ça, de ces Clockwork Company. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez pour le coup prendre un abonnement, ça sera aussi avec plaisir. À bientôt. À bientôt.